Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur You Midi. Vous êtes priés de vous installer confortablement devant votre média panafricain. Nous honorons bien sûr à la coutume avec l'information d'abord en langue anglaise et comme toujours, c'est avec vous Njixia Greetings. Greetings and greetings audience of You Media Africa. To commence the first segment of this bilingual news, we make a stop in the eastern part of the African continent where Kenya's electoral body is getting a fresh start as President William Samoei Ruto was appointed a new chairperson and 6 commissioners to head the Independent Electoral and Boundaries Commission after more than a year of vacancy. The team, to be sworn in on Friday, will steer the commission for the next 4 years, aiming to rebuild trust in Kenya's elections process. Here is the rest of that story. Kenya's electoral body is set for a fresh start as President William Samoei Ruto has appointed a new chairperson and 6 commissioners to lead the Independent Electoral and Boundaries Commission, ending more than a year of uncertainty. According to a legal notice issued Thursday, the new team will serve a 4-year term with the official swearing-in slated for Friday. This development follows a turbulent period for Kenya's Electoral Commission. Back in December 2022, President Ruto suspended 4 commissioners who had rejected the outcome of the presidential election. That decision was later on upheld by the Supreme Court, and since January 2023, the commission has been without a chairperson and commissioners after the terms of the previous office holders expired, effectively stalling its operations. The process to fill these critical positions involved a selection panel that conducted interviews before submitting names for presidential approval. However, it faced multiple legal hurdles that threatened to derail it. Just this week, the High Commission dismissed the final petition clearing the way for the appointments. The new team now faces the critical and crucial task of restoring public confidence in Kenya's electoral processes ahead of future polls, especially in the heat of protests against the police and the current administration. We stay in the region with Uganda's relation to the Democratic Republic of Congo, where Uganda has reopened its border points with the Democratic Republic of Congo, DRC, at the Bunagana and Mupaka. The border was closed in June 2022 due to the M23 rebel activities in the southern African country. Following the closure of the Bunagana Mupaka border points with the Democratic Republic of Congo due to the M23 rebel activities in the country, Uganda recently opened the border, which was closed in June 2022. During the reopening, Kisoro Residence District Commissioner Hajit Badru Sebraya praised President Museveni for the border reopening, stressing that it will boost border trade between the two countries. MP of Bufumbira South, Seruganda Niyonsamba, also echoed extending their aspiration to President Museveni and CDF General Muhoozi Kainerugaba. General Muhoozi, for border reopening, highlighted that the business has counted losses for a long period of time. Ismail Dayambaje, mayor of Bunagana, for his part called on business sectors to quickly resume business operations along the borderline. With a swift turn to West Africa, Mali's military leader, General Assimi Goïta, is set to extend his rule for another 5 years after the country's constitutional court approved a bill granting him additional time in power. Our intern Kude Maba has the rest of that story. On July 11, 2025, Mali's Constitutional Court approved a bill granting General Assimi Goïta, the country's military leader, an additional 5 years in power. The decision has sparked controversy and criticism from pro-democracy groups and international community, who argue that it undermines Mali's democratic progress and consolidates power in the hands of the military. The bill's approval has raised concerns about the country's future ability, its relations and international partners. General Goïta seized power in a coup in 2020 and has since ruled Mali with a military. The extension of his rule will allow him to remain in power until 2030, giving him significant control over the country's political and military institutions. The international community has also expressed concerns
about the bill, with some countries and organizations calling for Mali to prioritize democratic reforms and respect human rights. The situation remains uncertain, with many wondering what the future holds for Mali and its people. The extension of General Goita's rule is likely to have significant implications for the country's stability and its relations with the international community. Thank you so much. We now continue with relations between Liberia and the United States. Well, Liberian leadership, Joseph Boakai, on Tuesday met with the U.S. Deputy Secretary of State Christopher Landor and discussed ways to deepen their economic relations. The rest of that update with Ibuka Marumbi. In a bid to boost bilateral cooperation, President Joseph Boakai of Liberia and U.S. Deputy Secretary of State Christopher Landor, in a high-level meeting in Washington, discussed ways to deepen economic cooperation and strategic ties between the two countries. The meeting on Tuesday came on the heels of the U.S.-Africa Leaders Summit at the White House, where President Boakai joined 4 other African heads of state in a closed-door session with President Donald Trump. During their engagement, President Boakai reaffirmed his administration's commitment to creating a transparent, investor-friendly environment and said Liberia is positioning itself as a key trade and investment hub in West Africa. He further emphasized the need for continued high-level dialogue to advance mutual priorities. The U.S. Deputy Secretary, for his part, commended Liberia's ongoing economic reforms and highlighted the recent signing of the concession and access agreement with the Ivano Liberia Limited. Both leaders pledged close coordination on global issues, including peacekeeping, regional stability, and rule of law. And to economic reforms in Nigeria, the nation's economy is showing early signs of recovery, driven by tough reforms under President Bola Ahmed Tinubu. Information Minister Mohammed Idris, speaking to Guild editors on Thursday, said global rating agencies are taking note while new student loans and gains against insecurity signal broader progress. Here is a detailed analysis. Nigeria's economy is showing encouraging trends thanks to sweeping reforms by President Bola Ahmed Tinubu's administration. That's according to the Minister of Information and National Orientation, Mohammed Idris, who spoke in Abuja during a meeting with Nigerian Guild of Editors. Idris said global rating agencies have begun to acknowledge Nigeria's economic direction, citing improved indicators. He attributed this to key measures including the removal of costly fuel subsidies and unification of multiple foreign exchange rates, which aim to stabilize the economy and attract investment. Despite lingering hardships for ordinary Nigerians, the minister insisted these reforms are already yielding positive outcomes. A few days ago, the U.S. president announced a 10% tariff increase on BRICS partnerships, but economic experts say the nation is seeking other alternatives of trade. As a country, because we don't import as much from America, or the value of our imports isn't as much in dollar terms, the impact may not be as felt as it would be on our part. Also because Nigeria is also exporting to other countries. Nigeria is now producing their own fuel locally. We are now refining, so we are becoming more economically secure as a nation, such that, in my opinion, an additional 10% increase is not enough deterrent for us to not continue the conversations that we are having with BRICS. Another expert argued that African countries should focus on developing their nations as strong decisions and not steady. And any country that then wants to deal with the noise of Trump is fooling itself. Trump will impose a tariff today, remove the tariff tomorrow, and all of that. So President Tinubu is going with the flow. Turning to education, it is revealed that around 300,000 students are now enrolled under the federal student loan scheme, which helps cover tuition and living expenses, easing the burden on families. On national security, he acknowledged persistent challenges but highlighted continued gains by security forces in combating extremism. He urged the media to give more prominence to these successes. However, Idris assured the Guild that the government will review a law reform proposal aimed at removing outdated legal obstacles that hamper journalism, signaling a willingness to foster a freer press in the West African nation.
To wrap up now with Africa's digital economy, indeed the sector is experiencing rapid growth driven by increasing internet penetration, mobile phone adoption and innovative startups. Africa's digital economy is experiencing rapid growth on July 10th by increasing internet penetration, mobile phone adoption, and innovative startups. The continent is home to some of the world's fastest growing tech hubs, with countries like Kenya, Nigeria, and South Africa leading the charge. The digital boom has the potential to reform industries, create new opportunities, and drive economic growth. To harness the full potential of the digital economy and ensure sustainable growth, it is crucial to bridge this legal gap and establish clear, adaptable regulations. Government policymakers and industry stakeholders must work together to develop frameworks that balance innovation with consumer protection and national interest. This includes implementing robust data protection laws, strengthening cybersecurity measures, and promoting digital literacy. By bridging the legal gap and creating a supportive regulatory environment, African countries can unlock the full potential of their digital economies. This will require collaboration, innovation, and a commitment to creating a future where technology drives growth, improves lives, and promotes economic development. With the right frameworks in place, Africa's digital boom can be a game changer for the continent, driving prosperity and opportunities for generations to come. Meanwhile, ladies and gentlemen, that brings us to the end of the first segment of this bilingual news. Stay with us, it continues in the French language. Bon après-midi. Merci Ndix. Mesdames et messieurs, alors que nous commençons l'actualité en langue française, nous démarrons par Bamako, où l'un des principaux producteurs d'or en Afrique prend des mesures pour renforcer sa souveraineté minière et mieux contrôler son secteur aurifère. C'est une initiative qui vise à garantir que les ressources minières du pays soient exploitées de manière à maximiser les bénéfices pour la population malienne. Les détails avec nos correspondants. C'est une décision sans précédent dans le secteur aurifère malien, puisque le gouvernement s'apprête à vendre une tonne d'or ici de la mine de Loulo-Gungoto, saisie il y a de cela quelques mois à Barrick Gold. L'objectif est clair, c'est de relancer l'exploitation sous contrôle national. Un geste fort qui marque un tournant dans une gestion souveraine des ressources naturelles du pays. Mais cette décision, faut-il le rappeler, intervient dans un contexte de bras de fer prolongé avec la multinationale canadienne Barrick Gold, accusée par Bamako de ne pas respecter le nouveau code minier. Pour les économistes, cette décision de vente d'or est une réponse stratégique qui vise à affirmer la souveraineté économique du pays et à redéfinir les règles du jeu dans un secteur clé. La mine ne puisse pas être fermée pendant très longtemps. Parce que ça, c'est un manque à gagner pour l'État. Les travailleurs aussi, ça serait un problème parce qu'ils seront obligés d'aller en chômage. Les sous-traitants qui exercent dans ces mines seront obligés de perdre des marchés. Donc vraiment, l'État n'avait pas d'autre choix que de choisir cette option afin que la mine puisse mieux redémarrer. Parce que cette mine, il faut le rappeler, est la plus grande mine d'or au Mali. Donc elle ne peut pas rester fermée pendant des mois et des années. Dans les rues de Bamako, cette mesure est largement saluée par la population. Pour beaucoup de Maliens, cette prise en main de leurs Maliens sonne comme une victoire. Nous ne sommes pas en train d'aller chercher vraiment de la dette à l'extérieur pour venir lancer une société. S'il y a de l'or, il faut vendre pour soutenir le redémarrage de la société. Parce que c'est un manque à gagner pour l'État. Et c'est un manque à gagner pour toutes les parties prenantes. Donc le soutien est là. Le soutien d'ailleurs c'est naturel. Tout le monde doit soutenir une telle décision parce qu'il s'agit de l'or qui est là, qui est stocké, qui n'est pas vendu. Donc il faut vendre pour redémarrer la société. Il faudrait que les gens comprennent que l'or est malien et ces compagnies qui viennent ici travaillent selon la loi malienne. Si elles ne respectent pas la loi malienne, eh bien, l'État va tout simplement jouer son rôle. En vendant ses propres réserves d'or, le Mali trace une nouvelle voie, celle d'un contrôle accru de ses ressources stratégiques. Mais cette étape n'est qu'un début. L'avenir dira si cette gestion nationale saura conjuguer transparence, rentabilité et bénéfices pour l'ensemble des Maliens, pour qu'enfin leurs Maliens puissent briller pour les Maliens.
Et nous faisons un tour à présent en RDC. Les catholiques congolais ont rendu un hommage vibrant à Floribert Bwana Chwilin Kositi, nouvellement béatifié lors d'une messe spéciale organisée à Goma. Ce jeune homme est reconnu comme un martyr pour son intégrité inébranlable face à la corruption. Fonoa pour les détails. Floribert Bwana Chui, porté au panthéon de l'église catholique. Le jeune homme tué à l'âge de 26 ans pour avoir dénoncé les faits de corruption en 2007 a été célébré mardi par l'église catholique du Congo à Lubumbashi après sa béatification le 15 juin à Rome, en Italie, selon une décision apostolique du pape Léon XIV. C'est votre rôle en tant que parent d'apprendre aux enfants dès leur plus jeune âge à aimer Dieu, de leur montrer comment s'attacher aux valeurs. La famille est l'église domestique. Si vous constatez aujourd'hui dans la société, les choses ne vont pas bien, c'est parce que de nombreuses familles sont déstabilisées. La cérémonie a été marquée par une procession solennelle où des membres du clergé ont porté le portrait de Floribert, tandis que des chants emplissaient la cathédrale. Des centaines de fidèles étaient présents, parmi lesquels Corneille Nangaa, le chef de l'Alliance du fleuve Congo, venu se joindre à cet hommage. Comme vous le savez, Floribert Bwana Chwilin Kositi est ce jeune garçon de Goma, mort à l'âge de 26 ans, et qui a été béatifié à Rome le 15 juin dernier dans la basilique Saint-Paul hors le mur. Après la messe, les restes de Kositi ont été transférés de leur cimetière public vers la cathédrale Saint-Joseph de Ngoma, soulignant ainsi la reconnaissance officielle de son sacrifice. Je donne un conseil aux jeunes de vivre dans la vérité, la sincérité, mais aussi dans la droiture, de ne pas se laisser faire par la corruption de ce monde, car le monde passe, mais nous devons chercher les réalités d'en haut. En effet donc, Floribert Bwana Chui a été tragiquement enlevé et assassiné en 2007 à 26 ans par des agresseurs inconnus. Son crime, avoir refusé par principe de laisser entrer du riz avarié en provenance du Rwanda voisin sur le territoire de la République démocratique du Congo. En 2024, le pape François l'a officiellement reconnu comme martyr de la foi et le Vatican a procédé à sa béatification lors d'une cérémonie à Rome. Cette étape majeure ouvre la voie à sa possible canonisation, ce qui ferait de Floribert le tout premier saint de la RDC. Merci à vous. Fonoa Netumbo Nandi Ndaitwah a profité de la visite du Premier ministre indien en Namibie pour porter un plaidoyer. La présidente namibienne estime qu'il s'agit pour l'ONU de s'assurer d'une représentation plus juste et plus équitable au sein de ces instances. Elle a donc reçu en visite officielle le Premier ministre indien Narendra Modi. La première visite d'un dirigeant indien dans le pays depuis 27 ans. On fait le point avec Mbarga Bega. Le Premier ministre indien Narendra Modi est arrivé dans la capitale namibienne ce mercredi 9 juillet 2025. Au cours de l'entretien officiel qu'il a eu avec la présidente namibienne, cette dernière ne s'est pas contentée de faire le bilan et le tour de la relation bilatérale entre la Namibie et l'Inde. La présidente namibienne s'est surtout érigée en porte-parole du Sud global et du continent africain. Elle a critiqué les institutions internationales et surtout le multilatéralisme mondial tel qu'il est pratiqué actuellement. Elle a réclamé plus de justice et d'équité. Dans le domaine de la coopération internationale, les défis mondiaux actuels ont mis en évidence les limites et la fragilité des institutions multilatérales dépourvues de principes démocratiques et de représentation équitable. La nécessité d'un système multilatéral efficace n'a jamais été aussi importante pour relever la nature de l'ampleur des défis actuels. Le Sud global doit disposer d'une voix au Conseil de sécurité des Nations Unies afin que cela reflète la démographie et la réalité mondiale. Au moins une place de membre permanent au sein du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. C'est le plaidoyer que porte la présidente namibienne, quitte à ce que cette place unique devienne aussi la voix unique de l'ensemble du Sud global au sein d'institutions
onusienne, une institution qui a cessé depuis longtemps, selon la présidente namibienne, de refléter la réalité et les mutations géopolitiques de ces dernières années. Attentif, Narendra Modi, le premier ministre indien, c'est surtout lui félicité de la qualité de la relation bilatérale entre l'Inde, son pays, et la Namibie qui le recevait. Nos liens historiques reposent sur notre confiance mutuelle et nos valeurs communes. L'Inde éprouve un profond respect et un profond attachement pour la beauté naturelle et le riche patrimoine de la Namibie. Nous sommes fiers que, dans la lutte de la Namibie pour son indépendance, l'Inde ait toujours défendu les droits de la Namibie. À son tour, la présidente namibienne a salué la qualité de la coopération bilatérale entre l'Inde et la Namibie. Elle a surtout exalté les projets ficelés dans le domaine de la santé et de l'innovation, les qualifiant de moteurs d'une coopération bilatérale de qualité et renforcée. Narendra Modi, le premier ministre indien, achève sa tournée internationale en Namibie, une tournée qu'il avait débutée au Ghana et qu'il a conduit tour à tour à Trinité et Tobago, en Argentine et puis au Brésil, où il a pris part au dernier sommet des BRICS. Merci à vous, Mbarga Bega. Nous vous emmenons à présent hors des frontières du continent africain, notamment en Asie, alors que le président Donald Trump s'apprête à imposer de nouveaux droits de douane massifs aux pays d'Asie du Sud-Est. La Chine s'est engagée à renforcer et à revitaliser le continent en coopération régionale lors de la conférence post-ministérielle de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est à Kuala Lumpur. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a réaffirmé la volonté de Pékin de bâtir une communauté Chine-ASEAN plus étroite, soulignant les avancées en mer de Chine méridionale et une coopération sécuritaire plus accrue. Les détails dans cet élément. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a réaffirmé la détermination de Pékin à bâtir une communauté Chine, association des nations de l'Asie du Sud-Est plus étroite avec un avenir commun. Un discours axé sur les valeurs asiatiques de paix, d'inclusion et de coopération, loin des tensions souvent associées à la région. Nous continuerons à défendre les principes de bon voisinage, de coexistence pacifique et de prospérité commune, ainsi que les concepts de parenté, de sincérité, de bénéfices mutuels et d'inclusion en adoptant l'idée d'un destin commun. Avec les pays de l'ASEAN, nous promouvrons les valeurs asiatiques de paix, de coopération, d'ouverture et d'inclusion. Notre objectif est de construire une maison commune pacifique, sûre, prospère, belle et amicale, mais aussi de faire progresser la construction d'une communauté Chine-ASEAN plus étroite, partageant un avenir commun. Dans le contexte du Sud global en pleine croissance, nous renforcerons la revitalisation de l'Asie. Aussi, le chef de la diplomatie chinoise a mis en avant les avancées concrètes. Il a annoncé des progrès significatifs dans les négociations sur le très sensible code de conduite en mer de Chine méridionale, affirmant que les divergences sur le contrôle effectif de 3 risques majeurs ont été résolues. Par ailleurs, la Chine renforce sa coopération sécuritaire avec le Myanmar, le Laos et la Thaïlande pour lutter contre la fraude transfrontalière, notamment celle liée aux jeux d'argent en ligne et aux télécommunications. Une position qui réjouit le bloc de façon générale. Le ministre malaisien des Affaires étrangères, Mohamed Hassan, a de son côté salué l'importance de maintenir la paix régionale. Il note particulièrement la volonté de la Chine, premier État doté d'armes nucléaires, de signer sans réserve le protocole de traité sur la zone exempte d'armes nucléaires de l'Asie du Sud-Est. Un geste fort perçu comme un gage de confiance. Cette démonstration d'unité asiatique intervient dans un contexte de tensions commerciales croissantes avec les États-Unis. Le président Donald Trump s'apprête à défaut à imposer de nouveaux droits de douane massifs sur les importations en provenance de plusieurs pays de l'Asie du Sud-Est. À compter du 1er août, la Malaisie fera face à 25% de droits de douane, le Laos et la Birmanie à 40%, le Cambodge et la Thaïlande à 36% et l'Indonésie à 32%. Face à ces pressions externes, le leadership chinois dans la région semble s'affirmer. La question est désormais de savoir si cette revitalisation de l'Asie sous l'égide de Pékin pourra réellement offrir une alternative solide aux défis économiques et géopolitiques mondiaux.
Merci à vous, Nguele. Nous refermons donc cette édition de For You Midi. Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir de vous conter l'actualité africaine et internationale. À très vite pour les prochaines éditions sur votre chaîne d'information. On continue. Indeed, information continues over For You Media Africa. Thank you for watching. Do have a beautiful day and great weekend in company of our numerous programs. Bye-bye.